Non, non. Va dans ton panier. Les plus attentifs d'entre vous auront sans doute remarqué... Auront remarqué ou auraient remarqué? Puisque les plus attentifs d'entre vous, c'est vous. Donc vous aurez. Mais auront remarqué, ça sonne mieux. Donc démerde-toi avec ça. C'est notre belle langue française. Dans le doute, je vais dire les deux, histoire de ne pas vexer les quelques personnes un peu tatillons que ça dérange quand j'écorche une fois en 35 minutes la langue française dans une erreur de conjugaison. C'est les Viosa, et pas les Viosa. Mais passons. Les plus attentifs d'entre vous auraient sans doute remarqué que j'avais prévu de parler du téléphone sonne toujours 2 fois aujourd'hui. En effet, ce jour-là, je me dirigeais vers ma vidéothèque, comme chaque semaine, pour sélectionner le film et le visionner, histoire de prendre des notes. Mais cette fois-ci, avant de le regarder, j'avais aussi envie de terminer enfin Donkey Kong Country Tropical Freeze sur ma Switch, après avoir fini le Donkey Kong Country Returns qui était sorti en janvier. Et c'est durant cette ultime partie que j'ai décidé de chambouler mes plans, car les Donkey Kong Country de la Switch m'ont fait penser à Didier. Non pas parce que je jouais un gorille et que le personnage principal de Didier était un chien, non, tout simplement parce que Donkey Kong Country Returns et sa suite sont, pour moi, les tout meilleurs jeux de plateforme 2D jamais créés. De par le gameplay exigeant, la difficulté bien dosée, mais présente, contrairement à un Super Mario Wonder uniquement pour les gosses, ultra simple, et sans aucune originalité ni prise de risque, comme tout ce que fait Nintendo depuis 10 ans. Oui, je suis un petit peu en colère contre Nintendo depuis quelques années. Et dans ces Donkey Kong, dans les 60 et quelques niveaux proposés dans chaque jeu, donc au moins 120 niveaux en tout, il n'y a pas un niveau qui ressemble à un autre. Chacun des 120 niveaux proposés dans les deux jeux ont une idée différente, une proposition différente par niveau. Et ce, par un studio, Retro Studio, qui n'avait jamais fait de jeux plateforme et qui battent pourtant à plate couture les productions Nintendo en la matière de ces 20 dernières années. Oui, je suis très en colère contre Nintendo. Mais vous me demanderez quel est le rapport, c'est normal. Parce que je pense pas que quiconque sur YouTube, ou même dans le monde, et c'est pas prétentieux quand je dis ça, n'aurait pensé à faire le lien entre Donkey Kong Country Returns ou Tropical Freeze et un film tel que Didier. Cherchez pas, y a que moi. Et c'est pour ça que vous êtes là. Tout simplement parce que Didier, selon moi, réalise la même prouesse. À savoir qu'il n'y a pas un plan dans ce film, pas une transition, pas un effet, pas un seul dialogue, et ce durant 1h47, et oui, 1h47 car j'y ai inclus le générique de fin, qui souvent avec les nuls n'est pas qu'un simple générique de fin. Il y a souvent des petits détails cachés. Et il n'y a aucune minute dans ce film, ou presque, qui ne soit pas réussie ou originale. D'une pièce de monnaie jetée en l'air à un ballon de foot sur orbite, à une coupe du monde qui chute, à une compile de hard rock allemand. Et la 3. Ouais. Non, la 3, ça c'est la 7. Didier est sans doute l'un des films les plus constants que je connaisse. Et ça peut limite le desservir, car on a parfois tendance à retenir des films avec des pics, avec des moments forts, même en comédie, même dans les meilleurs, dans La Grande Vadrouille, on attend le passage des chaussures, ou le passage de De Funès sur le dos de Bourvil, dans Le Corneau, on attend la scène du garage, avec Bourvil malmené par De Funès masqué. Retire la voiture, je vous dis. Ou bien le show musical de Funès quand il répare la voiture. Dans Le Dîner de con, on attend Juste Blanc, ou Marlène sa sœur. Mais de qui il parle là? Dans Les Bronzés fonds du ski, la scène du crapaud dans la bouteille, ou bien l'épaule de Balasco à remettre dans son axe. Ah bravo là. C'est vraiment la plus à droite. On sera quasiment tous d'accord pour désigner dans tous ces films classiques et cultes que j'ai cités, quels sont les 3 ou 4 grands passages du film qui sont au-dessus des autres, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, mais en général, dans un film, tu retiens 3 ou 4 scènes clés. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Mais dans Didier, c'est plus difficile d'isoler certains passages. Tant pour moi, c'est un film complet dans son entièreté. À Bordeaux, il les a pas laissé respirer. Quand il veut, c'est une fusée, ce type. C'est Apollo 13 ta fusée. À une scène près. Il côtoie les sommets sans jamais en descendre. Il n'y a pas de descente de l'autre côté. Encore une fois, ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas naturel. C'est comme le CAC 40 qui redescendrait jamais. C'est pas possible. Mais Didier l'a fait. Pourtant, même si on ne veut pas considérer Didier comme un film des nuls, bien qu'il soit difficile de ne pas y penser, étant donné qu'Alain Chabat, Chantal Lobby ou encore Dominique Farrugia y apparaissent, mais vous savez pour les plus réguliers d'entre vous que Les Nuls c'est pas ma tasse de thé, et que La Cité de la Peur par exemple qu'on a fait, bien qu'il soit l'un des rares films français dignes d'un Z à Z en France, Who's down there? Slasher.
Mis à part le téléphone somme toujours deux fois, qui est l'objet de notre prochaine vidéo, cette fois-ci c'est promis. Et même si je n'aime pas beaucoup la Cité de la Peur à cause du côté pipi, caca, prout, je vomis, Ouais, mais là, vous êtes malade, là. Il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. je reconnais qu'il faut le voir au moins une fois. Mais il reste selon moi un film souvent trop lourd, trop gras ou trop vulgaire, alors que ça ne me semblait pas du tout nécessaire. Mais lorsqu'Alain Chabat se lance en solo dans une carrière de réalisateur, et qu'il écrit et réalise Didier en 97, et que son premier film est récompensé par le César du meilleur premier film, tout en étant nominé en plus au César du meilleur acteur, Tout en jouant un chien, s'il vous plaît. Et quand on voit qu'il a fait 3 millions d'entrées, Didier, et que le film qui va faire derrière Astérix et Obélix Mission Cléopâtre va en faire 14. On se dit que sa carrière elle est toute lancée, qu'elle est toute tracée. Et du coup, voyons voir le troisième film. Voyons voir ce qu'il a fait derrière. Ah oui, gros flop. Mais surtout, je n'ai jamais réussi à tenir plus de 5 minutes dans ce film-là. Ça marche pas avec moi. Voici Pierre, 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 Pierre. Et ça c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. Mais un flop, ça arrive à tout le monde. Voyons voir le film d'après. Donc ce qu'il a fait après... Ah, le Marsupilami. Ouais, quand même, là, ça pue. Je l'ai vu au cinéma, mais quelle purge celui-là aussi. Mais on n'y est pas encore. Restons-en aux deux bons premiers. En particulier Didier, parce que c'est lui le sujet du jour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Didier est un film écrit, interprété et réalisé par Alain Chabat en 1997, avec le regretté Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Isabelle Gélinas, Lionel Abelanski, Zinedine Zoualem, Caroline Cellier et toute une flopée de caméos tels que Chantal Lobby, Josiane Balasco, Dominique Farrugia, Dieudonné, Serge Hazanavicius et son frère, futur réalisateur des OSS 117, ou de The Artist, on en a parlé, dont le nom de famille va être utilisé dans le film. Eh bien, décidément, Jean, nous n'en saurons pas beaucoup plus ce soir sur ce Didier Hazanavicius. Didier parle de l'histoire de Jean-Pierre Costa, agent de footballeur en pleine crise professionnelle et personnelle, qui se voit confier durant quelques jours Didier, le labrador de sa sœur Annabelle, bien qu'il n'aime pas spécialement les animaux, et que le moment soit, selon lui, très mal choisi. Les deux derniers joueurs qu'il a vendus à Richard, le président du club de football de Montpellier, se sont blessés dans les premiers jours, et sa position est en danger, et sa petite amie, Maria, se désintéresse complètement de lui. Mais durant la nuit, Jean-Pierre découvre que dans le panier de Didier, un homme, Alain Chabat, a pris sa place. Croyant d'abord à un SDF squatter, il réalisera assez vite que cet homme n'est autre que Didier transformé en humain. Il va dans un premier temps l'éduquer à se faire passer pour un homme, afin de réaliser qu'il va être la solution à tous ses problèmes, en faisant un footballeur de talent, bien qu'un peu cabot. Footballeur de talent, à tel point que... Bon, j'avais 13 ans, j'étais très crédule, mais à tel point que quand j'ai vu le film quand j'étais ado, j'étais certain qu'Alain Chabat maîtrisait parfaitement le football, que c'était un putain de joueur. Didier. Attends, écoute, je vais te dire quelque chose, attends-moi. Fais chier, hein, Didier. Qu'il était hyper bon, quoi. Il assurait bien le Lascar. Ah, tu disais quoi là? Sors ton moi. Mais pas du tout. Au contraire, Alain Chabat n'avait aucune notion du football, d'un match, des règles, du hors-jeu. Alors, Domez, toi tu remontes sur Baloul. Baloul, tu remontes à l'avant. Curles, en soutien, d'accord? On oublie ce que j'ai dit au début, hein. Maintenant c'est l'attaque. Qu'il y ait des défenseurs, un milieu, des attaquants, qu'il y ait des tactiques 4-4-2, 4-3-3, ça lui échappait complètement. Elle joue bien. Du beau football. Donc que du bon football, va. T'as jeu marqué, c'est tout ce qu'on demande, va. Ça va y aller, ça va y aller. Donc pour faire un film de foot, fallait s'entourer de spécialistes. Le spécialiste. Et donc désolé de casser un mythe, mais Alain Chabat n'était pas bon au foot. Ouais, c'est étonnant, ouais. Voilà, très sympa. Et donc, voilà. Donc moi je fais tout ce qui est foot, ça, et puis moi je fais une double pour côté cinéma. Côté cinéma. Il était même, selon ses dires, très mauvais, il connaissait même pas les règles, et dans le film, il est soit doublé par une doublure sport, ou une doublure cascade en général, quand il faut faire des cascades, soit l'équipe de Pitoff, piètre réalisateur mais créateur d'effets spéciaux de talent, incrustait le ballon à l'écran. Beau travail de DJ là qui part tout seul, là, beau contrôle, longue remontée de DJ là. Ce qui à l'époque ne se voyait pas, hein. Ça ne se voyait pas et surtout on n'avait pas idée que ça se faisait en France, en 97. Donc ça ne me serait jamais venu à l'esprit que tout soit faux dans le film. Arrêtez-le là. Quand même, quand tu le sais, que t'es attentif et tu connais un peu comment on contrôle un ballon et quelle est la physique d'un ballon, tu te rends compte qu'il est quand même parfois un peu trop léger, qu'il a parfois trop tendance à rebondir. C'est là-bas, putain.
Mais pas plus que dans un mauvais FIFA, hein. L'environnement du film étant principalement le football, tant en dehors du terrain que sur le terrain, il fallait que ce soit un minimum crédible. Les footballeurs que l'on voit à l'écran sont réellement des footballeurs issus du centre de formation du Paris Saint-Germain. Et les scènes consacrées au match PSG-Montpellier, au Parc des Princes, en fin de film, ont réellement été tournées au Parc des Princes de nuit, durant plusieurs nuits consécutives avec le centre de formation qui jouait de jour et qui jouait donc de nuit pour le bien du film. Un Parc des Princes que l'on verra dans le film parfois avec des vraies images issues d'un vrai match, mais pour les gros plans dans les tribunes, ce sont des figurants qui en auront occupé une seule. Eh oui, une seule. Le reste du stade étant vide et était rempli soit par des effets spéciaux pour faire illusion d'un stade plein, soit pour les plans depuis le terrain les plus rapprochés, la fumée des fumigènes sera utilisée afin de masquer les tribunes au maximum, afin de montrer que le stade était réellement plein. J'avais déjà cassé un mythe il y a 2 semaines avec le nom de la rose, et là c'est un peu le même esprit. J'avais vraiment cru qu'Alain Chabat était un footballeur né, que j'arriverais jamais à faire ce qu'il fait, qu'il savait super bien dribbler sans aucun effort en une seule prise et qu'il avait une super conduite de balle. Mais c'est ça la magie du cinéma, et cela impliquait donc de jouer sans ballon à l'écran, ce qui paradoxalement est presque aussi difficile pour Alain Chabat que d'en maîtriser un vrai. Un petit peu les vitesses aussi, parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu fais le truc, ça se ralentit beaucoup. Oui, mais s'il y aura un gros, ce sera serré sur les jambes à ce moment-là, bien sûr que tout le monde devrait me piquer la balle à ce moment-là. Bien que le film intègre des trucages numériques légers ou des effets de morphing assez rares pour l'époque, la plupart des effets visuels du film sont réalisés avec des trucages très rudimentaires. Par exemple, à un moment donné, Didier, en humain, ne résiste pas à l'envie de se gratter l'oreille avec sa patte arrière, donc sa jambe, ce qui est physiquement pas possible, ou en tout cas pas évident. Et pour arriver à obtenir ce plan, Alain Chabat avait tout simplement son bras gauche, hors champ, avec une chaussure à la place de sa main. Ils ont également essayé de faire jouer la patte de Didier par une personne hors champ pour que le plan soit plus crédible. Un stratagème équivalent avait été utilisé dans la scène où Didier, humain, joue avec une chienne en chaleur dans le parc, alors que Jean-Pierre tente de le retenir. Pour le plan sur la discussion entre les deux propriétaires de leurs chiens respectifs, il y avait encore une autre personne hors champ à la place de la chienne afin de faire bouger la laisse et simuler la bagarre entre les deux chiens hors caméra. Idem pour la scène dans la villa du président sur Montpellier qui présente 2 difficultés. La première étant la mouche qui tourne autour de Didier et qu'Alain Chabat va devoir avaler. Pourtant, pas d'incrustation ou d'image de synthèse dans cette scène, mais une vraie mouche accrochée par un filin très fin et invisible à l'écran. Ça sent le chien mouillé ou c'est moi? Mais la vraie difficulté de cette scène, lors du tournage, était la présence de vent. Cela se voit d'ailleurs à l'écran, mais le vent soufflait très fort, ce qui rendait les prises de son impossibles à prendre. Tout devra donc être doublé et synchronisé en post-production, juste pour cette scène-là. Qui dit film avec des animaux, dit animaux. Sans blague. Et afin de trouver le chien parfait, Alain Chabat s'adresse à plusieurs dresseurs d'animaux, mais jettera son dévolu sur Patrick Pitavino, qui aura également travaillé avec Jean-Jacques Hano dans L'Ours. Vous voyez comment toutes mes vidéos s'enchaînent et s'articulent entre elles quand même. Ça, c'est tellement beau. J'ai pas fait exprès. Patrick Pitavino, qu'Alain Chabat retrouvera plus tard sur Astérix, car c'était lui qui proposait les chiens pour jouer idéfiques dans les différents films de la saga. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, une vidéo que vous retrouverez ici si vous ne l'avez pas vue. Mais vous voyez encore une fois comment tout se connecte. Et ça, c'est beau. Mais Alain Chabat n'est pas convaincu par les 6 chiens qu'on lui présente. Mais il entend alors parler d'un chien, d'un joueur professionnel du PSG, Ricardo à l'époque, qui était en partance pour le Portugal, pour le Benfica, et qui ne pouvait emmener son jeune chien Elliot. Patrick Pitavino souhaite lui trouver une famille, mais il pense à Elliot pour jouer Didier, qui va immédiatement taper dans l'œil d'Alain Chabat. Elliot, chien d'un ancien joueur du PSG, qui va affronter sur le terrain l'équipe de son ancien maître. Tout est connecté. Tout est prévu. Durant le tournage, bien qu'il soit finalement peu présent à l'écran, Elliot est constamment présent sur le plateau, derrière la caméra, afin qu'Alain Chabat puisse apprendre à le connaître, à l'imiter et à s'imprégner de son attitude.
Pareil, des illusions, moi j'y croyais qu'Alain Chabat avait eu le coup de foudre sur cette race de chien parce que, avec les Golden Retrievers, c'est le type de chien qu'on peut associer au visage, en tout cas au regard d'Alain Chabat. Alors après, il le joue dans le film pour que ça ait l'air crédible, mais quand même, il y a quelque chose. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Mais non, ça aurait pu être n'importe quoi, un dalmatien, un border collie, un berger allemand. Je n'aurais pourtant jamais imaginé, surtout maintenant, un autre chien qu'Eliot pour jouer Didier. Ou alors éventuellement un golden retriever parce qu'ils ont un petit peu la même brouille, trop adorable. Et des bourrins avec des gros beaux yeux comme toi. Mais autant diriger un chien quand il est dressé, c'est faisable, mais diriger un chat, c'est plus délicat. Dans la scène se déroulant chez la copine de Jean-Pierre, qui a un chat. C'est une chatte. Pardon C'est avec ta chatte. Lorsque Didier choisit de rentrer chez son maître en pleine nuit, il fallait faire en sorte que le chat le suive. C'est une chatte, d'accord? Oui, j'arrive pas, une chatte. Que la chatte, donc, le suive. Suive Didier dans l'escalier, mais le suive également dans la rue. Je leur souhaite pas de tourner avec ce chat, par exemple, avec Groot, qui est un chat qui ne fait jamais ce qu'on lui dit de faire. Bon, c'est un chat, vous me direz. Mais alors lui, tout particulièrement. Tu lui dis blanc, il va te dire noir. Oui, il va te le dire. En tout cas, il aime faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Et il aime pas les câlins en plus, donc tu peux même pas l'attirer avec ça. Il y a que les friandises qui marchent sur toi. Les friandises, t'as vu, j'ai dit les friandises. Allez, va-t'en. Le film est articulé autour d'un duo composé de l'immense Jean-Pierre Bacri et d'Alain Chabat. Conquis par le scénario et souhaitant tourner une comédie, Bacri sera, avant chaque prise, et même durant les prises, à la recherche d'une amélioration des dialogues afin d'être le plus percutant possible, minute après minute. Un homme, ça rentre sa langue, c'est pas très juste. Damien, j'en fous. Ouais. D'accord. Mais Damien, un homme, ça viens a une grande voir. Ça, c'est bizarre, ça a la langue rentrée. Il y avait le truc, tu sais, à un moment. Ah non, bon alors, oui, ça j'oublie, c'est bon ça. Tu vois, tout ça, avec la langue sortie comme ça, non. Bon alors. Un homme, c'est la langue rentrée. Un homme, ça garde sa langue rentrée. Non, mais tout à l'heure, c'était. Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Un homme, ça rentre sa langue. Un homme, ça rentre sa langue. Ouais, Ça bon, met une cravate, ça rentre sa langue. Ouais, se c'est tient ça. droit. Non, mais parce que ça rentre sa langue, ça veut dire que. Bon, enfin, peu importe, Ouais, tu vois, un homme, ça rentre sa langue, ça sous-entend que donc, parfois, il a la langue sortie, tu vois. Donc, ça la rentre pas, ça la garde, ça laisse sa langue à l'intérieur. D'accord. Tout était donc modifiable, et même sujet parfois à l'improvisation. Par exemple, à un moment donné dans le film, Didier, en Alain Chabat, se rapproche un peu trop près de Jean-Pierre, et porté par son élan, et hors champ, on ne le voit pas, lui marche sur le pied. Il joue Didier, mercredi? Bah ouais. Mais ce que ne manquera pas de lui dire Jean-Pierre Bacri, dans la prise qui aura finalement été conservée. T'étais obligé de courir partout, là, de sauter, de marcher sur les pieds. C'est pas un terrain d'entraînement. Il a bougeoté, hein. Une impro absolument géniale. Idem pour Jean-Pierre Bacri, qui, après le premier incident dans l'appartement au début du film avec la Coupe du Monde qui tombe, crie sur le chien et lui dit « Mais qu'il est con ce Klebs! Mais à moi ça! » Une impro car le chien avait vraiment peur de Bacri. Et c'est pour ça qu'il va vers son panier à ce plan-là, parce que tu peux pas savoir ce que le chien va faire en direct. Voilà. Et tout... Ouais, casse-toi dans ton panier. Et bravo, hein. Et Bacri s'est adapté au déplacement du chien en lui disant « Ouais, c'est ça, barre-toi vers ton panier. » C'est trop bien. De toute façon, tout ce qui sortait de la bouche de ce mec, c'était de l'or pur. Bon, il est où ce con de chien, là, maintenant? Et aucune autre prise ne fut possible après, parce qu'à partir de là, Eliot avait peur de Jean-Pierre Bacri et de sa grosse voix qui ronchonne. Donc impossible de retourner, on a dû prendre celle-là. Et tout... Ouais, casse-toi dans ton panier. Et bravo, hein. Merci à l'impro de Jean-Pierre Bacri. Il me reste quelques anecdotes à vous donner, mais honnêtement, même si j'ai regardé le film entièrement commenté plusieurs années après par Alain Chabat et Jean-Pierre Bacri, ils ne disent pas grand-chose d'intéressant. Ils sont plus à rigoler de revoir le film, et c'est sympa à écouter quand même, hein. Et ils le disent eux-mêmes, mais ils regrettent de ne pas avoir dit grand-chose d'intéressant durant cet enregistrement. Par contre, ils rigolent autant à se regarder les connaître, on sent qu'ils étaient très heureux tous les deux de faire ce film-là. Mais t'es plus un chien. Hein? Tu le vois bien que t'es plus à quatre pattes, que tu peux plus te lécher le cul, tout ça. C'est coupé. Et t'as aussi un making-of de 35 minutes, mais pareil,
C'est pas un making-of comme on en fait aujourd'hui, où tu as des interviews de ce que tu essaies de faire, de comment tu l'as fait, des choses que j'aime bien vous partager. Là, il se filme juste en train de filmer, il n'y a personne qui commente rien, et c'est à toi de te démerder pour essayer de trouver 2-3 trucs intéressants que j'ai essayé de vous montrer, mais du coup, la vidéo d'aujourd'hui sera pas aussi riche en anecdotes que j'ai pu le faire par le passé, et j'en suis désolé, mais les anecdotes, je vais pas les inventer. Si vous en avez d'autres, c'est le moment de les lâcher en commentaire. Parlons un peu du film maintenant, et voyons ce qu'il a de si génial selon moi. Stop, déjà, on peut s'arrêter là. Parce qu'un film sur un chien qui commence par le logo pâté, c'est déjà réussi pour moi. Sans compter que quand il y a Jean-Pierre Bacri, c'est tout aussi réussi. Donc t'imagines les deux ensemble, Pâté et Jean-Pierre Bacri, c'est... Allez, viens, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il est con ce chien là. Quoi? Viens. Allez. Bonjour Claude Berry et Jérôme Sédou en passant. Mais j'aime beaucoup comment tout est annoncé subtilement. On sait que ce chien c'est Didier puisqu'on le voit en premier dans le film et sa maîtresse le rappelle à l'ordre, à juste titre, en prononçant son nom. On sait que Jean-Pierre Bacri n'est pas enjoué quand il dit que c'est la dernière chose dont il avait besoin une fois que tout le monde est parti. Lorsqu'il récupère sa voiture tout en ayant récupéré une amende, on voit sur son tableau de bord qu'il en a plein et qu'il s'en fout complètement. Et le film est super vivant, il est super immersif et interactif. D'autant que Bacco boitait récemment, on l'a vu? Non, il boite pas, Bacco, dis pas de conneries, toi. Il boite d'ailleurs un peu quand même, encore. Ouais, et toi, tu boites pas un peu, toi. Quand il entend à la radio en voiture des commentaires sur les joueurs de foot qu'il a fourgués, des commentaires négatifs et qu'il râle à les entendre, alors que c'est vrai, hein, parce que Bacco, il boite. Oh, Bacco, il boite pas énorme. Jean-Pierre, Bacco, il boite. Dans la scène suivante, on le voit essayer de refourguer le chien à sa copine alors qu'il vient à peine de la voir, on se demande pourquoi il l'a pris. Mais ça va nous montrer à quel point il ne veut pas de ce chien, à quel point il ne l'apprécie pas forcément, et on voit qu'il est en froid avec sa copine, donc en fait tous les enjeux et tous les caractères des personnages nous sont présentés en une seule scène, à chaque fois elle est marquante et elle fonctionne. Jean-Pierre, je suis un petit peu fatiguée d'être là seulement quand t'as besoin. Alors le chien tu le gardes, et puis tes clés je vais te les rendre, comme ça tu seras tranquille pour faire tout ce que tu veux. Putain, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. La scène de l'appartement vu du chien, c'est super bien fait, c'est d'ailleurs la seule scène où Alain Chabat a tenu lui-même la caméra. Ensuite, après cet échec, on reprend la route. Et là, Jean-Pierre Bacri va dire à haute voix ce qu'on dit tous à un moment pareil. Mais pourquoi je prends ce tunnel? Je sais qu'il y a toujours des travaux. Pourquoi je prends ce tunnel? Putain, je suis trop con. On nous présente juste après le personnage qu'on va adorer détester. C'est écrit, ça se voit tout de suite, on sait tout de suite quels sont les enjeux entre les personnages. Garde ton baratin pour demain. Tu vas en avoir besoin. Il est pas con, lui? Tout est fluide, tout est utile. Mais j'adore par exemple l'effet de la Coupe du Monde. On voit déjà qu'elle va tomber, mais on la voit tomber à travers la table basse, une fois que le chien s'est retiré. De justesse, il aurait pu se faire mal, hein. Ciao. Oh putain, merde! Tu fais chier, merde! Et au passage, j'adore Bacri qui se parle souvent lui-même dans ce film-là, puisqu'il parle à un chien qui ne va pas lui répondre, et qui se dit, encore une fois, un truc que je me suis déjà dit plusieurs fois, que c'est aujourd'hui que tout le monde a décidé de te faire chier. Hein, c'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Hein, c'est aujourd'hui. Avec le jour écrit sur l'écran. Ça, je trouve ça génial pour renforcer, pour donner une espèce d'interaction, un effet comique, comme on avait dans la voiture avec la radio, où on pourrait croire qu'il se parle directement avec du donné, alors que quelque part, c'est plausible aussi que ce soit pas le cas. Mais c'est à toi d'interpréter. Mais pareil, voilà, il n'y a pas un plan anodin où il ne cherche pas à obtenir un effet sympa. Tout est bon, en particulier la scène de la transformation, qui est très mystique, qui est très réussie, et qui pourtant, mis à part le rayon bleu, n'a rien demandé en effets spéciaux. Mis à part de faire trembler les murs, de souffler sur des couverts, mais ça reste hyper bien foutu dans l'ambiance, même aujourd'hui. Et ce que je trouve génial, c'est que le rythme est tel qu'on ne se posera pas la question, on n'aura pas le temps de s'arrêter pour se poser la question de la logique de la chose. Si on veut voir le concept d'un chien qui devient un homme, on est bien obligé d'accepter certaines anomalies. Et on n'attend pas du film qui nous donne une explication, on veut juste réagir à cet état de fait. On peut considérer que c'est juste un coup de pouce du ciel pour aider Jean-Pierre, parce que sans ça, il n'y serait pas arrivé, il serait peut-être même en danger. Comme Joséphine Ange Gardien, quand elle vient aider un client, une fois qu'elle a fait son œuvre, elle repart, comme Didier est reparti. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non, on s'en fout. Je ne l'ai jamais relevé, et le film fait en sorte que le spectateur l'accepte.
Puisque Jean-Pierre Bacri, qui est le seul à voir ça, ou à ne pas le voir, il réagit, je pense, comme tout le monde aurait réagi dans un premier temps, à savoir de penser que c'est un SDF qui a squatté l'appart. Bonjour Madame Pétassine. Bonjour Madame P. Mais pourquoi vous grattez? Hein? Et qu'est-ce que vous me voulez, vous? Et il percute que ça doit sans doute être son chien au moment où on se dit que ouais, là, il n'y a plus de doute en fait. Oh là là. Bon, écoutez, on va être très clair maintenant. Hein. Je sais pas ce que vous me voulez, je sais pas exactement, et je m'en fous d'ailleurs. Tout se fait au bon moment, on appelle ça de la justesse et du bon timing. Sans ça, le film pouvait ne pas fonctionner du tout. Arrête, stop! Arrête! Autour de ça, tout est réaliste. On est juste obligé d'accepter qu'il y a une espèce d'intervention divine qui vient du ciel. C'est par Bacri et sa justesse qu'on arrive à nous faire avaler ça, parce que quelque part, c'est le seul phénomène surnaturel du film. Hein? Oui. Ouais, mais oui, il m'a déjà dit oui, et puis C'est pas facile de jouer face à un mur. C'est chiant, hein? Oui, si, t'es chiant, je le dis, moi. Bon. Face à un partenaire qui ne peut pas répondre, parce que c'est un chien. Le foot, c'est collectif. Si tu veux jouer perso, faut faire du golf. Golf! Voilà. Et j'adore quand il essaye de traduire le français dans une langue qu'il est en train d'inventer. Je crois qu'ils l'ont pris d'objectif nul, mais j'y connais pas assez pour m'exprimer là-dessus. La combinaison avec Merendes marche bien. Iedereen combinatie avec Merendes gut gepflegt. Mais le Podolski... Tout le monde au marquage. Touche-moi les repères, touche-moi les marquages. Ok? Ok, ce que... C'est fabuleux, ça marche toujours. Didier... Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Toutes les scènes dans la rue où ils marchent ensemble, où... Enfin, Didier essaie de marcher comme un homme, mais il est filmé en plan séquence où tu le vois sortir, aller dans un magasin, retourner avec des passants qui passent devant. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. C'est... du boulot tout ça, ça se voit pas, mais c'est beaucoup de boulot. Et les dialogues pendant qu'ils se parlent, pour pas se marrer sur on ne sent pas le cul et tous ses dérivés. Bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Hein. On sent le cul de personne, pas celui de la boulangère. Bon, ok, on la connaît, elle, mais on la connaît pas assez. Je sens pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Sauf si c'est elle qui demande. Là, tu vois avec elle. Mais c'est... J'ai besoin de dire que c'est génial. Et surtout pas la gardienne. Je vais être obligé de déménager avec tes conneries, là. Bon, je vais pas vous montrer tout le film non plus, on va accélérer, mais je vais vous montrer la seule scène du film qui, pour moi, ne colle pas avec le reste, qui fait sketch, qui fait pièce rapportée, et qui donc, pour moi, ne fonctionne pas. Ou pas autant que le reste. Vos paupières sont lourdes. Voilà, si j'ai une scène à pointer en mal dans le film, c'est celle de la voyante. Je suis Rhodopis, épouse du pharaon d'Égypte. C'est un sketch décoléré du reste, inséré dans le film qui n'apporte rien. Mais c'est pas grave, ça a frisé la perfection. Parce qu'après, derrière, le match de foot, il est fabuleux. Il est pas du tout réaliste, mais il est fabuleux. Mais ils se sont bien pris la tête sur place pour que Didier, Alain Chabat, puisse faire ses prouesses balle au pied. Ou justement pas balle au pied. Mais ça n'empêchait pas de faire ses cascades. Que ce soit quand il garde les buts... 4, 3, 2, 1, top! Tu sais quoi, on va faire une avec ballon maintenant pour voir un peu qu'est-ce que ça donne dans les gestes avec le ballon. Parce que là... Ou bien pour ses performances balle au pied. Belle récupération là, hein, le football peu académique, mais qui certes qui donne ses fruits, hein, Robert. Je trouve que Didier est un film qui a très bien vieilli. Je le trouvais épatant à l'époque avec ses effets visuels qu'on ne connaissait pas, même si on ne savait pas que ça en était. Je trouvais l'idée de voir un match de foot quasiment en direct et un match quasiment en entier avec demi-temps. Attention à la frappe, attention à la frappe! C'était pas souvent que tu voyais ça dans un film, avec l'ambiance, les buts, les spectateurs, les commentateurs, c'était vraiment très drôle. Oh putain! Très
un bel arrêt, genre, hein. L'arrêt du cul, net, hein, propre, sans bavure. Le duo de commentateurs, peu importe ce qu'on pense de Dieudonné, c'est pas le sujet, mais c'était génial. Le film est visuellement très propre, la photographie est très soignée, c'est très bien joué, et la musique, qui ne se souvient pas de... Ça vous épate, hein? Les acteurs sont tous très bons, de Bakri à Chabat bien sûr, qui a été nominé pour son rôle, mais aussi Zinedine Soualem, qui est génial en entraîneur qui pète un cap durant le match. Ou comme Lionel Abelancy qu'on avait évoqué quand on avait parlé de... Comment ça s'appelle déjà? Poltergeist, qui était génial dans le film et qui est génial aussi là-dedans. Mais t'es jamais à ce que tu fais. Quand on fait un truc, faut toujours que tu parles d'autre chose, toujours. Ça va, cool, hein. Le film fourmille de détails qu'on ne voit pas forcément au premier visionnage, comme la plaque d'immatriculation des skinheads là, GUD. Bien trouvé. Groupement Union Défense, un groupuscule d'extrême droite. J'adore aussi le slogan très extrême droite, et qui va toujours très bien dans le contexte d'aujourd'hui. Ni bâbord ni tribord, la nation d'abord. Ni bâbord, ni tribord, la nation d'abord. Ni bâbord, ni tribord. Le film cherche à chaque instant à être un petit peu original, ne serait-ce que dans la scène du coup de feu, avec le bruit quand il y en a un qui se fait toucher par erreur. Franchement, tout est d'une régularité, tout est d'une inventivité, d'une lisibilité parfaite et constante, que je peux pas vous citer un passage, 2, 3, 4 extraits que je placerai devant, parce que, encore une fois, tout le film est un sommet, ce qui n'est pas naturel, ce n'est pas normal, mais c'est à souligner. C'est un peu meilleur que tes merdes en boîte, là. Boyette. Non, pas loin. Et si je l'ai pas mis dans mon top 20 des comédies françaises, alors que je pense que je le mettrais, c'est sûrement parce que, comme je l'ai dit, j'y ai pas pensé. Parce que je ne me souviens pas du film pour un moment en particulier, ce qui fait que paradoxalement, on a tendance à oublier Didier. C'est bon chien, ça. Ah, les PD, on s'éclate. Bon chien. Je sais pas chez toi, mais chez nous, on a un sacré paquet de connards, je peux te dire. Allez, viens. Alors que c'est con, c'est parce qu'il est mieux. Mais il est tellement bon qu'on ne relève même pas. Je devais finir avec quelques anecdotes que je vais vous donner. On est parti, on se dit au revoir après. Bah, ça, c'est le papier pour... Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Putain, heureusement que t'as posé la question. Plusieurs membres de la famille d'Alain Chabat jouent dans le film, que ce soit son fils Max, qui joue au ballon devant l'immeuble quelques secondes, ou sa fille Louise, qui joue dans la chorégraphie dans le spectacle musical, ou encore son père, qui joue le patron du restaurant L'Os à Moelle. Le coin-coin utilisé par la sœur de Jean-Pierre, puis par Jean-Pierre pour appeler Didier, est le même que celui utilisé à SeaWorld aux États-Unis pour attirer les dauphins. Son coin-coin. Il dort avec. Tu lui mets dans son panier. Ah oui. Le plan durant lequel Didier, Alain Chabat, bouge la tête comme le petit chien à l'arrière de la voiture n'est pas si simple à tourner puisqu'à l'époque, ce genre de petit chien à bascule n'existait déjà plus et qu'il était difficile de s'en procurer un. La scène où Didier, Alain Chabat, joue avec une chienne en chaleur, la chienne, dressée pour l'occasion, est vêtue d'une petite culotte rose. Cela avait été improvisé sur place, après être allé acheter quelques minutes avant de tourner la dite culotte dans un magasin de lingerie à proximité. Numéro 5. Lors de la scène de l'allergie de Didier au chat, on distingue assez nettement, à plusieurs reprises, le boîtier du micro accroché dans le dos d'Isabelle Gélinas. Lorsque Didier, Alain Chabat, s'entraîne avec son équipe, on le voit tirer la langue de fatigue. Une langue anormalement longue pour une langue humaine si on y fait attention, mais qui est en fait une prothèse, portée par Alain Chabat pour les besoins de ce plan. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Didier. C'est une vidéo qui m'a un peu embêté dans la forme, parce qu'habituellement je trouve toujours des anecdotes rares que je peux trouver dans les livres que j'ai chez moi. J'ai beaucoup de livres sur les réalisateurs et sur les acteurs, à partir du moment où ils en ont écrit un bien sûr, mais j'ai rien sur Jean-Pierre Bacri ni Alain Chabat malheureusement. Quand un film est commenté en direct par son réalisateur, c'est une mine d'or, sauf maintenant. Dans Le Nom de la Rose, c'était génial. C'est ce qui m'a permis de faire une vidéo riche, mais pas là. Coco, un jour, je vais te prendre la tête, je vais te la foutre dans le cul, mais je laisserai dépasser le catogan, ça fera joli, je pense. Et je ne conçois pas de faire une vidéo qui ne soit pas là pour vous apprendre des choses. J'ai failli annuler au dernier moment la vidéo sur Didier pour ces raisons-là. Parce que je vous dois le meilleur. Et j'espère que malgré tout, à partir de presque rien, j'aurai réussi à faire une vidéo au moins rigolote et intéressante sur la durée, comme Didier l'a été sur la durée. J'espère que c'est réussi, en tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est le cas, si vous êtes toujours là, en tout cas je vous en remercie. Pensez à mettre un like pour dire à YouTube que vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire pour montrer que vous êtes passé par là, et puis si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez toujours dire ça. Bon, attends, il est où là? Toi tiens, Toshiba là, viens ici toi. Viens là.
Viens, tu vas me remplacer ce con là aussi, je vais lui exploser la gueule. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour parler des inconnus. Le téléphone sonne toujours 2 fois, donc soyez là. J'espère que vous serez nombreux. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Robert. Ah oui, il fait marcher là.